Donc nous passons au dossier 3. Monsieur R a 60 ans et vous consulte car depuis plusieurs semaines, il souffre d'une toux sèche qui ennuie sa femme. Vous apprenez qu'il s'agit d'un jeune retraité des chantiers navals venu s'installer dans cette nouvelle région pour le bon air. Il fume un demi-paquet par jour depuis 40 ans. Ses antécédents chirurgicaux consistent en une néphrectomie droite suite à un accident de la voie publique. Il souffre par ailleurs d'une ACFA traitée par digoxine et d'un diabète de type 2 traité par glucophage. L'auscultation pulmonaire est normale, il n'y a pas d'anéopathie périphérique. La palpation abdominale est sans particularité. Et vous avez fait réaliser une radiographie du thorax qui retrouve un nodule pulmonaire gauche. Vous avez demandé un examen tomodensitométrique. Voici donc l'iconographie associée à ce dossier. Voici les questions. En première question, interprétez l'iconographie. Que suspectez-vous et justifiez. Deuxième question, concernant l'image intraparenchymateuse, quel est l'examen de première intention à visée diagnostique? Troisième question, quel bilan réalisez-vous? Quatrième question, le patient a été opéré et a reçu une chimiothérapie adjuvante. En quoi consiste une chimiothérapie adjuvante? Cinquième question, 2 ans plus tard, le patient fait l'objet d'investigations supplémentaires car un scanner du thorax et de l'abdomen de contrôle a mis en évidence de nouvelles lésions pulmonaires bilatérales. Alors qu'il n'a pas terminé le bilan de surveillance, il est admis aux urgences pour une confusion aiguë. Vous évoquez une hypercalcémie aiguë. Quelles sont les autres hypothèses possibles? Sixième question, il s'agit bien d'une hypercalcémie secondaire à des atteintes osseuses métastatiques multiples, sans autre retentissement métabolique. Quelle est votre attitude? Enfin, dernière question, on envisage un traitement par Tarceva ou erlotinib. À quelle classe des agents anticancéreux appartient ce médicament? Donc les réponses à la première question. Interprétez l'image, que suspectez-vous et justifiez. Lorsqu'on vous pose une question d'iconographie, commencez par commenter l'examen en précisant quel est ce type d'examen. Donc il s'agissait, dans le cas présent, d'un scanner thoracique avec une fenêtre médiastinale et une fenêtre parenchymenteuse. Donc c'est important, il y a souvent des points associés, juste en précisant le détail technique de l'examen. Donc on voyait sur les fenêtres parenchymenteuses un nodule intraparenchymenteux spiculé ou irrégulier du poumon gauche avec une embolie pulmonaire, une probable embolie pulmonaire droite en fenêtre médiastinale. Il existait également un épanchement pleural droit. Essayez d'être systématique lorsque vous décrivez une image radiologique, en particulier un scanner thoracique, en précisant s'il existe d'autres anomalies pulmonaires. Dans le cas présent, il n'y en avait pas. Et en regardant également le squelette. Donc ici, il y avait absence de lise osseuse. Surtout, très important, lorsque vous avez une question qui porte sur une iconographie, concluez. Il est très important de le préciser parce qu'on attend de vous une description, mais aussi un engagement. Donc précisez ici qu'il s'agit d'un probable cancer du poumon, compte tenu de l'aspect scanographique, survenant chez un fumeur, de 20 paquets année. Dans l'énoncé, on précisait le nombre de paquets par jour et la durée d'intoxication. Ce n'était pas pour hasard, donc précisez-le. Avec probable exposition à l'amiante, puisqu'il travaillait dans les chantiers navals. Là aussi, ça doit être réflexe. Et nécessitant une confirmation histologique. Lorsque vous avez un dossier de cancérologie et qu'on vous précise, on vous donne une iconographie, donc précisez et décrivez l'examen, techniquement, de quoi s'agit-il. Ensuite, vous faites votre description du nodule, concluez
et apporter une touche finale en précisant si cet examen nécessite d'investigations supplémentaires. Le plus souvent, ce sera par la réalisation de biopsies. Ayez toujours ça en tête. Donc on revient un petit peu pour commenter l'image. Donc vous aviez en fenêtre parenchymenteuse le nodule irrégulier. Il n'y avait pas d'autre image pulmonaire. Regardez dans les fenêtres médiastinales. Là, c'était pas le cas, mais si on peut vous en donner, recherchez des anéopathies médiastinales. C'est assez classique. Vous aviez l'épanchement pleural et l'embolie pulmonaire droite, ici présente. Le cadre osseux était limité, il n'y avait pas de lise osseuse, mais précisez-le, ça peut vous rapporter des points. La deuxième question, donc concernant l'image intra-parenchymenteuse, quel est l'examen de première attention à visée diagnostique? Précisez toujours, lorsqu'on vous demande de confirmer une suspicion de cancer, que ce diagnostic de certitude repose sur un examen histologique. Ça, c'est une phrase qu'il faut toujours mettre dans votre réponse. Donc, repose sur un examen histologique d'un fragment tumoral obtenu par une biopsie. Si en première intention, vous pouvez faire une fibroscopie bronchique, on pouvait discuter éventuellement de faire une biopsie transpariétale puisque le nodule était assez périphérique. Et finalement, on ne pourra jamais vous reprocher de faire une fibroscopie en première intention. D'autant plus que c'était précisé dans l'énoncé. En revanche, pour ceux d'entre vous qui avaient précisé un PET scan, ça c'est zéro à la question, puisqu'on ne peut pas confirmer un diagnostic de cancer sur un TEP scan, aussi sensible qu'il soit. C'est toujours sur un examen histologique. Donc ça doit toujours apparaître dans votre réponse. Quel bilan réalisez-vous? Là encore, il faut organiser votre réponse. Donc ça commence toujours par un bilan d'extension, puis un bilan d'opérabilité. Donc le bilan d'extension a pour but de rechercher une extension métastatique qui rendra inutile le geste chirurgical. Donc là, essayez d'être systématique. Donc pour l'abdomen, un scanner. S'il n'y avait pas de coupe surrénalienne sur le scanner thoracique, ce qui est souvent le cas, une imagerie cérébrale. J'ai mis imagerie cérébrale car on peut faire un scanner cérébral ou une IRM cérébrale. Précisez que l'IRM cérébrale, dans cette indication, est plus sensible. Donc mettez les deux. Si le bilan d'extension précédent est normal et qu'on pense opérer le patient, ce qui est le cas ici, il faut réaliser un TEP scan à la recherche d'une diffusion à distance. Enfin, c'était un patient fumeur. Donc il est indispensable que vous précisiez qu'on recherche également une seconde localisation, en particulier par un examen ORL. Les marqueurs tumoraux sanguins peuvent être dosés, ce n'est pas consensuel, c'est pourquoi je ne l'ai pas coté. Deuxième partie de la réponse, donc après le bilan d'extension, c'est le bilan d'opérabilité. Peut-on opérer le patient? Donc on recherche une contre-indication au geste chirurgical. Essayez dans la mesure du possible de toujours justifier votre réponse. Pourquoi on fait un bilan d'opérabilité? Parce qu'on recherche une contre-indication au geste chirurgical. Pourquoi on fait un bilan d'extension? Parce qu'on recherche une extension à distance qui rend inutile finalement le geste chirurgical. Donc un bilan cardiovasculaire avec un électrocardiogramme, une échographie cardiaque. Si votre patient avait des antécédents coronariens, il fallait préciser une exploration des artères coronaires par coronarographie ou coronaroscan. Précisez-le dans votre réponse. Il faut faire un bilan respiratoire, donc avec des explorations fonctionnelles respiratoires qui passent par des gaz du sang, la détermination du VMS et de la DLCO. Enfin, c'est un patient cancéreux. En général, on demande toujours une évaluation de l'état général et en particulier, on recherche une dénutrition. C'est valable pour tous les dossiers de cancérologie. Avant d'opérer, on évalue la fonction hépatique et rénale. Le patient, finalement, a été opéré et il a reçu une chimiothérapie adjuvante. En quoi consiste une chimiothérapie adjuvante? La chimiothérapie adjuvante est prescrite après
l'acte chirurgical, donc contrairement à la chimiothérapie néo-adjuvante, avant l'acte chirurgical. Dans quel but? Pour diminuer le risque de récidive, pour améliorer l'acte chirurgical, la performance de l'acte chirurgical. Ça, vous devez bien avoir en tête, hein, adjuvant après, néo-adjuvant avant. 2 ans plus tard, le patient fait l'objet d'investigations supplémentaires, car un scanner du thorax et de l'abdomen de contrôle donc, a mis en évidence de nouvelles lésions pulmonaires bilatérales. Alors qu'il n'avait pas terminé le bilan de surveillance, il est admis aux urgences pour une confusion aiguë. Vous évoquez une hypercalcémie aiguë. Quelles sont les autres hypothèses possibles? Évidemment, il faut penser, dans ce contexte de progression, des métastases cérébrales. Il peut y avoir, surtout dans les cancers du poumon, en particulier petites cellules, des hyponatrémies par SIADH paranéoplasique. On peut évoquer de façon systématique une méningite carcinomateuse. Et dans le cas présent, on pouvait évoquer en plus une insuffisance rénale aiguë. Le patient prenait du glucophage. Donc après l'injection d'iode, il se peut qu'il y ait donc l'apparition ou la majoration d'une insuffisance rénale aiguë conduisant à une confusion. Donc c'était un peu le petit piège. Donc pensez à bien exploiter tous les données de l'énoncé. 6e question, il s'agit bien d'une hypercalcémie. La calcémie corrigée est à 3,5 mmol par litre. Cette hypercalcémie est secondaire donc à des atteintes osseuses métastatiques multiples sans insuffisance rénale. Quelle est votre attitude? Là également, c'est une question qui ne doit pas poser de problème. C'est assez systématique. Donc, vous hospitalisez évidemment le patient en urgence. Vous le laissez au repos. Il faut lui prescrire une voie d'abord veineuse. En cas d'hypercalcémie, l'électrocardiogramme est indispensable. Le patient avait de la digoxine, ça ne fait pas bon ménage avec une hypercalcémie, donc précisez que vous l'arrêtez. Ensuite, organisez également traitement symptomatique. Un peu plus loin, on verra le traitement étiologique de l'hypercalcémie. Pour le traitement symptomatique, l'hypercalcémie aiguë commence toujours par une réhydratation massive. Donc, par voie veineuse, j'ai mis du sérum salé, on peut ensuite compléter par du glucosé, mais le mot important, c'est une réhydratation. Finalement, on peut se contenter, dans les 12 premières heures, de réhydrater le patient avant d'injecter, ce que j'ai précisé un peu plus loin, l'injection des biphosphonates intraveineux, par exemple l'acide zolédronique, dont le nom commercial, je pense que vous avez entendu parler, est le Zometa. Il faut penser également à assurer un équilibre hydroélectrolytique, puisque en particulier donc une correction d'une hypokaliémie, là encore, ça ne fait pas bon ménage avec une hypercalcémie. On peut discuter les injections intraveineuses de corticoïdes, qui étaient un traitement habituel. Depuis les biphosphonates, c'est moins systématique, mais précisez-le. Donc, deuxième partie de la réponse, le traitement étiologique. Là, il faut envisager, il faut préciser la reprise d'une chimiothérapie, puisqu'il s'agit d'une progression diffuse et métastatique. Bien entendu, comme toute réponse de thérapeutique, préciser la surveillance clinique et biologique de l'efficacité et de la tolérance du traitement que vous instituez. 7e et dernière question, on envisage un traitement par Tarceva. À quelle classe des agents anticancéreux appartient ce médicament? C'est un nouveau médicament homologué dans le cancer du poumon non à petites cellules. Il s'agit d'un inhibiteur oral de tyrosine kinase qui inhibe le récepteur de l'épidermal growth factor présent à la surface des cellules tumorales. Actuellement en cancérologie, apparaissent et sont mis sur le marché de nouveaux médicaments qu'on appelle thérapie ciblée ou thérapie moléculaire ciblée qui ciblent spécifiquement une voie de cancérogénèse spécifique finalement d'un cancer particulier. Le Tarceva en est l'exemple, il est homologué dans le cancer du poumon en 2e ligne, après échec d'une première ligne de chimiothérapie.
On verra sur un rappel tout à l'heure les médicaments qu'il faut connaître. Ces nouveaux médicaments qu'il faut connaître. Il y en a 3 principalement. Et je ferai un petit rappel. Donc concernant les thérapies ciblées ou thérapies moléculaires ciblées, il en existe beaucoup. Il faut que vous en reteniez, je pense, 3. Donc on vient de voir donc, le Tarceva, qu'on appelle, qui est l'erlotinib. Ensuite, il faut connaître l'herceptine, qui est le trastuzumab. Et enfin, l'Avastin, qui est le bevacizumab. Donc, le Tarceva ou erlotinib, c'est un médicament oral qui inhibe EGFR, le récepteur de l'EGF, et il est homologué dans le cancer du poumon. En seconde ligne. Voilà. Le plus important, c'est de retenir finalement ces 3 lignes. L'herceptine, lui, c'est un anticorps monoclonal. Donc, il s'administre par voie intraveineuse. Il cible HER2 et il est homologué dans le cancer du sein. À la fois en situation métastatique et en situation adjuvante chez les patients qui surexpriment le récepteur HER2. Enfin, l'Avastin ou bevacizumab, c'est également un anticorps monoclonal qui fait partie de la classe des anti-angiogéniques. Dont la cible c'est VEGF, qui favorise le développement de l'angiogénèse tumorale, et il est homologué en particulier dans le cancer du rein. On retenait au cancer du rein, également poumon, mais la grande indication c'est le cancer du rein.